Oui, en fait, Cotonou, c'est un point d'arrivée et c'est aussi un point de départ. Parce que bon, c'est la partie la plus longue du roman. Et c'est là où elle va effectivement retrouver goût et sens à sa vie. Et pourquoi Cotonou? Pourquoi tu as choisi de la faire arriver à Cotonou, de lui faire traverser comme ça? Parce que Cotonou, moi j'ai vécu 6 ans à Cotonou. Donc, bon voilà, ça m'a beaucoup marqué. Fallait bien qu'elle y passe quand même. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Mais Julia, ce n'est pas moi. Ouais. Et mais Cotonou, ouais, en fait, Cotonou, comme beaucoup de villes comme ça, comme c'est un grand port. Comme Dakar, comme c'est totalement cosmopolite. Ça foisonne, ça brasse beaucoup. Il y a des aventuriers, il y a des bandits, il y a des ouais. Bon, il y a des marins, il y a des boîtes de nuit. Ouais, et là, elle va faire plein de rencontres. Et puis en même temps, dès qu'on quitte la ville, ce sont les villages traditionnels. Mais à un moment, tu le dis clairement, je reviens à la charge avec mon histoire de filles blanches, il faut dire les mots, les dire, les filles blanches en Afrique. Et cette fille, justement, arrive et trouve tout de suite du travail. Voilà une fille qui, en France, elle a des difficultés. C'est le proprio qui lui casse les pieds, elle ne trouve pas de boulot. Elle arrive en Afrique et elle se retrouve juste, de par sa couleur, dans une situation sociale complètement différente. Où aussitôt elle est embauchée, aussitôt elle trouve où loger. Bon, c'est vrai que l'hôtel est un peu... Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'à Paris, elle est noyée dans la masse. Hein, et en fait, là-bas, c'est un petit milieu. Et il y a une solidarité des expatriés, non? Des Blancs, en fait, qui sont là et qui... Bon, on lui dit, va voir un tel, il va te trouver du boulot. Donc, tout d'un coup, c'est simple, quoi. Bon, elle ne se pose pas la question. Peut-être que, bon, on lui dit, tout ce que tu veux être barmaid, elle dit oui, elle n'a pas le choix. Mais si tu veux, oui, c'est un petit milieu. C'est ça qui lui permet de trouver la solidarité et l'accueil est inversement proportionnel, je pense, au problème des gens. Enfin, c'est très étrange, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un pays nanti, on peut dire, hein, et on a une qualité d'accueil très médiocre. Alors que, mais par exemple, à un moment, tu... dans un pays beaucoup moins riche. Vous considérez que justement le fait de fuir, ça développe une écoute qu'elle aurait pu avoir, elle a été moins acculée ici? Ou c'est parce que là-bas, il y a quelque chose de plus disponible? Déjà, je crois que les épreuves qu'elle traverse, si tu veux, vont l'ouvrir. Les rencontres qu'elle fait. Et alors qu'à Paris, elle est tellement dans ses emmerdes qu'elle est fermée. Elle s'est complètement refermée, elle a coupé les ponts avec son entourage. Donc elle ne rencontre plus. Donc elle ne peut plus, enfin elle a des possibilités de rencontrer mais qui ne se réalisent pas parce que elle va trop mal. Bon, en fait, thérapie pour oui, c'est une thérapie. Moi, ce livre, c'est une invitation au voyage et à la découverte et à la tolérance. Voilà. C'est vraiment le mot tolérance, c'est vrai. C'est tout à fait ce que j'ai voulu faire passer. Une bienveillance aussi, hein, je trouve qu'on sent beaucoup un certain optimisme en fait, parce que dans toutes les rencontres qu'elle fait, il y a du positif. C'est un conte, enfin. Voilà, c'est un conte. Il n'y a pas trop de négatif. Bon, c'est vrai qu'au départ, elle est dans un environnement négatif, mais de fil en aiguille, c'est bon. Et c'est vrai qu'elle est vachement à l'écoute et en même temps, elle va se rendre compte un peu aussi de ce qui se passe autour d'elle, justement les enfants de la rue de Cotonou. C'est un grand choc. Bon, l'Afrique, oui, les problèmes des enfants, par exemple des enfants des rues, bon, sa découverte du vaudou aussi, enfin tout ça c'est très important pour elle, ça la marque énormément. Eugénie enleva ses sandales et se prosterna. Julia l'imita. Le devin leur fit signe d'approcher et de s'asseoir devant lui. Il portait au poignet droit un bracelet représentant un python sacré et autour du cou des colliers de cauris et des plumes. Autour de lui s'alignaient de petites jarres renfermant chacune son secret. Il prit entre ses mains une carapace de tortue remplie de coquillages et de figurines de bronze et la renversa sur le sol. Puis il commença l'interprétation de l'oracle, bu un peu dans les jarres, interrogea les esprits par des imputations. Les consultantes impressionnées attendaient dans un silence recueilli.
Enfin, Wessou s'adressa en fond à Eugénie. Elle traduirait à Julia les prédictions et le conseil du féticheur. Il voit beaucoup de violence, du bruit, des coups. Traduisit Eugénie étonnée. Je ne comprends pas car ton caractère est doux. Wessou demande si tu as des problèmes avec la police. Tu pourrais en avoir. Chaque phrase du devin augmentait l'étonnement et l'inquiétude des deux femmes. Il dit que tu ferais mieux de partir. Il te voit en marche dans un long voyage. Il y a de la souffrance si tu restes ici, pour toi et autour de toi. Il dit que tu devrais te mettre sous la protection de Mamiwata, la déesse des eaux. Tu dois aller sur la plage la nuit de la cérémonie qui aura lieu bientôt. Julia regardait alternativement le visage inspiré de Wessou et celui concentré de Génie. Elle sentait les battements de son cœur s'accélérer et l'angoisse l'envahir. Le féticheur se leva difficilement et entra dans sa cave. Il va te préparer un gris-gris pour t'aider et te protéger. Tu peux avoir confiance, la rassura Eugénie. C'est un grand sorcier. On le consulte pour des problèmes très graves. Nous irons ensemble prier Mamiwata sur la plage et lui faire des offrandes. La cérémonie aura lieu la prochaine nuit sans lune, je t'expliquerai. Le vieux Wessou revint avec un petit sac cousu dans une peau de serpent et décoré de minuscules miroirs qu'il suspendit au cou de Julia. Celle-ci se prosterna pour remercier. Eugénie paya le devin avec, selon la tradition, des billets tout neufs et 2 bouteilles de gin. En reculant, elles se prosternèrent une dernière fois. La cérémonie était terminée. Elles sortirent songeuses de la concession du sorcier. Julia sentait le petit collier magique autour de son cou. Elle le toucha. Dois-je le porter en permanence demanda-t-elle. Le plus souvent possible, répondit Eugénie. Et conserve-le précieusement, tu ne dois pas le perdre. Quand elles quittèrent le village en fin de journée, une fumée bleutée s'échappait des toits de chaume du quartier Lacustre. On faisait griller les petits poissons sur des poêles d'argile. Eugénie en emportait un plein panier à Cotonou. Près du taxi les attendait une femme enceinte accompagnée d'un gamin maigre et sale. Elle tendit la main vers la Française et d'un geste lui proposa l'enfant. Eugénie traduisit les paroles de la villageoise. Elle avait déjà trop d'enfants et ne pouvait pas tous les nourrir. Elle voulait donner celui de 5 ans à la Française. Julia, bouleversée, donna plusieurs billets à la mère, puis elle demanda à Eugénie de l'exhorter à ne pas abandonner ses enfants. La femme remercia, en fond, et s'éloigna d'un pas fatigué.